Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre visite dans le monde de votre patrimoine et on va s'adresser à présent aux entrepreneurs, aux dirigeants associés d'entreprises. On va essayer de prendre un temps de réflexion et de conseils autour de la rémunération et du patrimoine, et ce avec Ségolène Roch. Bonjour Ségolène. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Cœur de patrimoine, directrice de l'ingénierie patrimoniale du Conservateur. Quelles sont les régions conjoncturelles qui doivent conduire finalement ces dirigeants d'entreprise à épargner ou à privilégier, on va dire, une épargne de long terme ? Eh bien, en 2024, nous observons une nouvelle donne qui repose sur 3 constats. L'espérance de vie augmente. Ouais. Une évidence, la dépendance augmente avec l'âge, donc on prévoit que le nombre de personnes dépendantes va doubler dans les 30 prochaines années. Et puis, le taux de remplacement des retraites ne cesse de se dégrader. Donc, ces constats doivent conduire à revoir ou à intégrer, si ce n'est pas déjà fait, des stratégies de planification patrimoniale sur le très long terme afin d'anticiper la période de décumulation qui va s'allonger pour chacun d'entre nous. Alors, schématiquement, la vie patrimoniale d'un individu peut se décomposer en 2 phases. Une phase que les anglo-saxons appellent la phase d'accumulation, que nous, on pourrait appeler la phase de capitalisation, et qui commence à l'entrée dans la vie professionnelle, qui s'arrête à la retraite. Et puis une phase de décumulation à partir de la retraite, qui elle-même s'articule en 2 volets. Un volet de retraite active et un volet de dépendance dont on ignore totalement la durée. Donc, pendant cette phase de décumulation, il va falloir vivre de son épargne, et tout l'enjeu est donc de se constituer des ressources suffisantes sous forme aussi bien de stock, de capital, que de flux de revenus pour assurer un revenu stable jusqu'à la fin. Ce schéma, il est assez logique, j'ai envie de dire, et on pourrait presque objecter que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les dirigeants d'entreprise finalement. Ah, bien sûr, ça concerne tout le monde, mais pour alors ça concerne tout le monde, mais pour un salarié ou pour toute personne dont la rémunération est subie, l'enjeu, c'est d'épargner et puis de structurer ses investissements afin de créer un maximum de ressources le moment venu, et puis pour répondre aux différents objectifs personnels et projets de vie personnels des épargnants. Donc c'est déjà en soi un sacré travail, et mieux vaut être accompagné. Oui, bien sûr. Après, pour les dirigeants, donc là on parle des dirigeants, non pas dirigeants salariés, mais les dirigeants, les associés majoritaires qui ont le contrôle de leur rémunération, eux, en fonction, en fait, ils vont pouvoir positionner le curseur pour décider de la part qu'ils vont attribuer à leur rémunération, de la part qu'ils vont affecter à des distributions de dividendes, de la part éventuellement qu'ils vont laisser dans leur société pour valoriser les capitaux, et puis de la part affectée à de l'épargne plus long terme, comme l'épargne retraite ou l'épargne salariale. Et en fait, en fonction des décisions, tout arbitrage qu'ils décident va avoir un impact en termes de fiscalité, en termes de cotisation sociale, et se traduire dans des montants de revenus immédiatement disponibles, revenus différés, tels que les pensions de retraite, et puis capitaux qui se seront valorisés et dans lesquels on pourra après aller puiser des revenus. Dans cette deuxième phase de vie de décumulation, on a un exemple assez typique, c'est le PER. En fait, la loi Pacte a réformé, en créant le PER, l'épargne retraite, et elle a prévu la possibilité de racheter le PER en capital, ou de transformer en rente viagère, ou de mixer les deux. Voilà, et je pense que le législateur a là anticipé aussi, et s'est inscrit dans cette nouvelle donne à très long terme. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Ségolène Roch, pour illustrer un petit peu le propos ? Alors, un exemple chiffré pour montrer comme quoi chaque décision a un impact immédiat et futur, c'est que vous savez que en fonction on a un statut social qui est différent selon la forme juridique de la société dans laquelle on exerce. Bien sûr. D'accord ? Donc, en SAS, on a un statut assimilé salarié. En SARL, si on est majoritaire, on a un statut assimilé indépendant. Dans le premier cas,
Si, par exemple, je veux disposer de 120 000 euros de revenus avant impôt annuel, l'effort que cette rémunération va demander à ma société, ce que le coût que ça va représenter pour la SAS, sera de 206 000 euros. Dans le second cas, si j'ai un statut d'indépendant, pour le même revenu avant impôt sur le revenu, 220 000 euros, l'effort sera de 167 000 euros. Donc on voit un écart de 39 000 euros déjà dans le cadre de cette rémunération immédiate. J'imagine qu'on ne peut pas s'arrêter, Ségolène, à ces seuls résultats pour en tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon, comme repère, on va dire, comme pour se guider, et peut-être, est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Oui, alors en effet, on peut pas s'arrêter à ça, parce que si c'était si simple, ça se saurait et tout le monde se rémunérerait comme gérant majoritaire dans sa SARL. Le premier repère, il est dicté par la société. Est-ce que la société a des résultats ? Est-ce qu'elle peut me rémunérer ? Ensuite, quels sont les besoins du dirigeant ? Pour financer son train de vie, en fait, pour payer son crédit et puis faire vivre son foyer. Ça, c'est la première chose. Et après, dans toutes les situations où les résultats sont assez bons pour laisser de la liberté aux dirigeants, il est essentiel de procéder à une analyse chiffrée, une analyse précise pour évaluer, du coup, la façon dont ils se rémunèrent immédiatement en maîtrisant la fiscalité, les cotisations sociales, et puis en évaluant l'impact en termes de protection sociale et en termes de retraite. Trouver le bon dosage autour des dividendes. Bien sûr. Et puis aussi recourir aux outils qui vont nous permettre d'obtenir des revenus différés et qui nous permettent dans l'immédiat d'avoir une économie d'impôt telle que l'épargne retraite ou dans une moindre mesure l'épargne salariale aussi. Bien sûr. Ouais. Quelques idées reçues aussi, j'imagine ? Alors, une idée reçue, il y en a évidemment plusieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, il y a une explosion de création de SAS au détriment des SARL. Aujourd'hui, il y a à peu près 2/3 des sociétés qui sont des SAS, la plupart des SASU, et à peine un tiers SARL. Et la courbe s'est inversée depuis 10 ans. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous conduire à recourir à la SAS, mais il y a certainement aussi une idée reçue, une idée très répandue que pour se distribuer des dividendes, il faut être en SAS pour payer un minimum de cotisations sociales. Je ne sais pas si on a le droit à une minute un peu technique. Alors, allons-y. Pourquoi ? Parce que si on se distribue des dividendes, donc là, on voit à nouveau que pour la distribution de dividendes, on a un régime fiscal et social qui n'est pas le même selon la forme de la société, comme pour la rémunération. Quand je suis en SAS, mes dividendes vont être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, donc un taux fixe de 17,2%. D'accord. Et à l'inverse, dans le cadre d'une SARL, je peux avoir une partie importante de mes dividendes qui sera assujettie aux cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants, avec un taux un barème en fait qui commence à 50%. Voilà. Ah oui. Ce que tout le monde n'a pas en tête, c'est que ce barème des cotisations sociales est dégressif. Donc il commence à 50, mais il finit à 21%. Donc il y a quand même de nombreuses situations où c'est ce taux de 21% qu'il faut comparer au taux de 17,2%. Oui, donc la différence est moins flagrante. La différence est moindre. En plus, sur les 21%, il y a une bonne partie qui est déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc finalement, la tendance s'inverse, sans compter en plus le fait que les cotisations sociales sont contributrices et vont nous donner des droits supplémentaires en termes de retraite notamment. Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Quelques points d'attention aussi que vous vouliez mettre en avant. Oui, alors des points d'attention, il y en a des nombreux, mais je vais m'en tenir à ceux qui sont un peu plus d'actualité. On est en période de déclaration fiscale. Il nous reste quelques temps, oui. Il reste quelques semaines. Donc les personnes concernées par l'IFI se mobilisent, savent l'enjeu qu'il y a autour de ça. Alors l'IFI, vous savez, c'est de toute façon une photo du patrimoine immobilier au 1er janvier. Mais la structuration de la rémunération, quand on est en présence de groupes de sociétés avec un immobilier qui est affecté à une exploitation, mais qui n'est pas logé dans la même structure. Voilà, il y a un vrai enjeu autour de ça, et la structuration de la rémunération peut avoir un impact sur l'imposition à l'IFI ou au contraire l'exonération au titre des biens professionnels. Donc là, attention. Et puis quelque chose de très important, c'est qu'il y a en matière sociale, c'est moins connu,
mais il y a une procédure d'abus de droit également, qui était moins usitée, heureusement, que l'abus de droit fiscal jusqu'à présent, mais malheureusement, ça peut changer, puisqu'en fait, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2024 a réformé la procédure. Jusqu'à présent, les URSSAF se heurtaient à des problèmes de procéduraux, de forme, etc. Et c'était rare que ça aboutisse. Et la loi de financement pour la sécité sociale a simplifié tout ça, fluidifié tout ça et levé les obstacles procéduraux. Ouais. Donc, il est vraiment plus important que jamais d'éviter toutes les situations où on cherche à échapper à tous les coûts aux cotisations sociales en s'éloignant de l'économie du dispositif. Et là, j'ai 2 exemples qui sont quand même assez courants. C'est la personne qui se structure en SAS et qui évite de se rémunérer, qui se contente de verser des dividendes, qui sont du coup assujettis à la flat tax. Et puis aussi les personnes qui interposent entre leur société et elles-mêmes une holding, pour éviter également de se rémunérer, ne se rémunérer que par des dividendes assujettis à la flat tax. Bon, donc attention à tout ça. Qu'est-ce qu'on se dit en conclusion sur ce thème qu'on évoque ensemble ce matin ? Ce qu'on se dit, c'est que pour tout le monde, mais en particulier pour les dirigeants, on remet en perspective chaque année son système de rémunération, incluant également la part qu'on affecte à l'épargne très long terme, qui générera des revenus différés. Et puis, par la même occasion, on procède aux arbitrages patrimoniaux nécessaires pour servir ses projets de vie, ses objectifs, et puis encore se donner de la sécurité pour cette deuxième phase de vie qui risque de durer. Merci beaucoup, Ségolène. Ségolène Roch et l'ingénierie patrimoniale du Conservateur ce matin sur Radio Patrimoine. On continue, bien évidemment, à vous accompagner. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.